Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui vous est proposée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'édition 2020. Alors vous le voyez, on est masqué, c'est normal, on est en pleine période de crise sanitaire. Tous ici, autant qu'on est, toutes et tous, on travaille au contact de personnes peut-être fragiles parfois, et puis même pour nos collègues, on respecte le confinement et on respecte le port du masque. On vous invite bien sûr également à le faire. Alors, sur cette table ronde, on va parler du passage de l'école vers les CRP. Alors, les CRP, qu'est-ce que c'est ? On va vous expliquer. De l'école avec des dispositifs spécialisés, plus ou moins spécialisés. Bref, on a autour de la table un certain nombre d'invités, un certain nombre de témoins qui vont nous expliquer comment on peut appréhender du mieux possible cette transition entre l'école et ces fameux CRP. Bonjour Karine. Bonjour Bruno. Karine, vous êtes directrice de la MDPH de la Haute-Vienne, c'est bien ça ? C'est cela. Voilà, donc face à nous, on a Tess. Bonjour Tess. Bonjour. Tess, je voulais vous remercier particulièrement. Vous êtes une personne en situation de handicap et vous êtes venue témoigner de votre propre parcours. Oui. Et c'est pas évident, mais merci beaucoup en tout cas. À vos côtés, Déline Linam. Comment ça va, Déline ? Ça va bien, merci. Tenez à souligner quand même à la fois votre beau sourire que personne ne voit, mais alors un badge fabuleux. C'est vrai que ce serait dommage de ne pas citer le badge. C'est le fameux badge de l'EPNAC que vous trouverez sur la boutique de l'EPNAC. Donc, Déline, merci. En face de vous, Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bénédicte Marcoul-Soulier, qui est, on va dire, coordonnatrice Ulysse. C'est Bref. ça. Elle fait plein d'autres choses. Vous allez voir, elle connaît, c'est une boîte à outils en fait du handicap au sein de l'éducation nationale. Et puis Alice Madoureau. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, elle est référente insertion professionnelle au sein de la MDPH 87. Et pour rien vous cacher, c'est elle la grande prêtresse de cette émission. C'est elle qui a tout organisé. Et croyez-moi, elle le fait de main de maître. Karine. Oui. Donc Alice, l'insertion professionnelle, cela se prépare. Et on a tendance à l'oublier, mais ça se prépare dès l'école. Donc vous avez choisi là ici de faire un focus sur la scolarisation et particulièrement aussi sur un dispositif, le dispositif Ulysse. Donc qu'en est-il ? Oui, tout à fait. On parle beaucoup d'école inclusive. Alors, en quoi consiste cette école inclusive ? Et donc, c'est important, en effet, de pouvoir développer, les outils qu'a l'école pour pouvoir accueillir ces jeunes en situation de handicap. Alors l'école, on va en parler avec vous Bénédicte, je sais que j'ai intérêt à faire attention à mes questions parce qu'on pourrait vite me tirer les oreilles. Bénédicte, vous êtes coordinatrice au sein du dispositif Ulysse, je l'ai bien dit. C'est bien ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une Ulysse ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà Ulysse ? Alors Ulysse, ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Voilà, donc actuellement implanté sur le lycée du Majambo, à Limoges. Nous suivons 12 élèves répartis sur 3 établissements scolaires qui sont des lycées professionnels. C'est une Ulysse pro. Donc, il y a les Ulysses, ça veut dire que, excusez-moi de vous couper, il y a aussi les Ulysses non pro à ce moment-là. Alors il y a des Ulysses écoles, des Ulysses collèges. Alors expliquez-nous, Ulysses écoles, pour que les gens comprennent bien. On les trouve où ? Dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires. Les Ulysses collèges dans les collèges et les Ulysses pro dans les lycées professionnels. Donc notre rôle est d'accompagner les élèves en situation de handicap qui ont une notification Ulysse. Je vais vous couper là aussi, pour que les gens comprennent bien. Justement, Alice, c'est la question d'après. Bénédicte, elle va trop vite, bien sûr. Pour que les parents comprennent bien, le fait d'être pris en charge dans un dispositif Ulysse nécessite une demande auprès de la MDPH. Tout à fait. Il faut s'adresser à la MDPH de son département de résidence pour, en effet, bénéficier de cette orientation qui est soumise à décision de la CDAPH. C'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions liées aux orientations de la MDPH. Et donc, une fois que cette notification est donnée, délivrée aux parents, l'éducation nationale joue son rôle et intègre le jeune. Voilà, le rectorat va affecter l'élève dans un dispositif. Donc, on dit dispositif parce qu'en fait, les élèves sont inclus complètement dans une classe. Donc, c'est une classe ordinaire. Voilà, ils sont en CAP, en bac pro. Et nous les prenons en charge sur de l'accompagnement, soit
purement pédagogiques, hein. Donc on va les sortir de leur classe quelques heures par semaine. C'est très variable et tout est en fonction du besoin de l'élève. On peut également les accompagner sur des recherches de stage. Et notre rôle est d'accompagner, puisque je suis là aujourd'hui, jusqu'à l'insertion professionnelle. Bravo. Alice, encore merci pour votre témoignage. Tess, pardon, Alice, Tess. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous donner la nature aussi de votre handicap et nous présenter votre parcours scolaire? Bon, je suis Tess Chevanier, j'ai 22 ans et je suis autiste. Bon, pour commencer, j'ai intégré le lycée professionnel du Majambo pour faire un bac modeleur technique. Je l'ai reçu et donc je voulais intégrer un autre bac qui est celui de... C'est pas grave. La tapisserie. Un autre bac. Vous souhaitiez intégrer un autre bac. Oui, c'est Visiblement, ça n'a pas été possible. Oui, parce que j'ai eu des problèmes familiaux, mais D'accord. j'ai reçu le BEP. Oui. Mais vers la fin de ce BEP, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis tournée vers Madame Marcoux-Soulier, qui est ici présente, pour que j'intègre l'EPNAC et que je fasse mon diplôme d'art et métier. Oui, D'accord. des métiers d'art, voilà. Alors justement, c'est la situation dans laquelle vous êtes. On va revenir dessus, hein, puisqu'on a Déline qui est là, hein, qui est à l'EPNAC, qui vous suit actuellement. Bénédicte, Tess, elle n'a pas participé directement, elle n'a pas été prise en charge dans le dispositif Ulysse. Ceci dit, ça ne vous a pas empêché de venir en appui à son parcours. Deux choses, déjà, comment peut-être vous êtes venu en appui de son parcours. Et la deuxième chose, il faut le dire aux gens, c'est vrai que Tess, elle est là en tant que témoin aujourd'hui, elle est autiste. Les dispositifs spécialisés sont pas, les dispositifs Ulysse ou autres ne sont pas réservés dans le milieu ordinaire à l'autisme. Non, bien sûr. Nous accueillons tout type de handicap, mais notre Ulysse est intitulé troubles cognitifs. D'accord. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour les gens? Alors on va dire que c'est les troubles des apprentissages. Voilà, pour expliquer réellement sur les problèmes des élèves, c'est ça. En tant que coordonnatrice Ulysse, je suis entre guillemets un expert handicap au sein de l'éducation nationale, et c'est à ce titre-là que j'ai suivi Tess. Parce que je voyais bien que Tess et sa famille tournaient en rond avec l'école. Il fallait qu'elle sorte de l'école puisqu'elle avait déjà obtenu un diplôme. Et mon expertise, et grâce à notre réseau, que ce soit avec la MDPH ou que ce soit avec le CRP de l'EPNAC, mes connaissances des suites de l'après-lycée ont fait que j'ai pu conseiller Tess et sa famille sur le CRP. Alors c'est important ce que vous dites, il y a plein de choses extrêmement importantes. On va détailler le parcours actuel de Tess. Ça veut dire que déjà il faut avoir une expertise assez pointue, hein, pour occuper le poste que vous occupez, parce qu'on le disait, il y a des jeunes qui peuvent être de différentes natures. C'est pas parce qu'on a le même handicap qu'il a forcément les mêmes retentissements, et donc il n'a pas forcément besoin des mêmes compensations. Vous, de votre place, vous devez forcément travailler avec un réseau de partenaires très étoffé pour adapter les compensations dont les jeunes ont besoin pendant les cycles scolaires. Oui, tout à fait. Donc, depuis 6 ans que notre Ulysse est implanté sur le lycée du Majambo, nous essayons d'agrandir notre réseau, de mieux connaître le territoire. Et la rencontre avec la MDPH depuis plusieurs années a fait que nous avons rencontré le CRP. À ce moment-là, on a organisé des visites. Et voilà, c'est comme ça que les choses se créent, hein, avec des ESAT également, où nous accompagnons des élèves également, des entreprises adaptées, voilà. Avec tout le secteur, aussi bien ordinaire que le secteur que l'on dit adapté ou protégé. Tess, donc certes, vous êtes en situation de handicap, mais il est clair que vous avez des capacités d'apprentissage. Donc, est-ce que vous pourriez dire que vous avez une scolarité normale, et est-ce que ça a été donc difficile pour vous? C'est vrai que j'avais une AVS dont j'avais fait à peu près 24 heures
voilà. Donc Mais- 24 heures par semaine, Oui, c'est ça. je précise, une AVS, c'est la personne maintenant ça a changé de nom, hein, c'est AESH. AESH. Oui. C'est une personne qui vient en appui de la scolarité pour justement compenser certaines problématiques, soit pour prendre les notes, soit Oui, pour c'est ça. expliquer. Des consignes. Donc vous aviez une Pour AVS m'aider à 20 pour heures les par devoirs, semaine. oui. D'accord ? Voilà. Et des fois dans mes études, je veux dire, l'AVS était là pour m'aider surtout. Donc pour m'aider pour mes tâches et tout ça, parce que des fois, quand j'ai fait mon bac de tapisserie, il fallait bien tirer sur la chaise et tout ça, les différents matériaux. Et elle m'aidait beaucoup à m'orienter et tout ça. Après, au bout d'un moment, je commençais à être un peu fatiguée d'avoir une AVS. Donc, l'EPNAC m'a aidée pour m'orienter un peu dans l'autonomie. Et ça se passe très très bien. Donc, j'ai pu progresser petit à petit, à prendre le bus, à faire à manger tout seul à cause de mes problèmes familiaux. Et voilà. Alice, c'est un témoignage qui n'est pas long, mais qui est extrêmement riche et extrêmement enrichissant. Déjà, elle nous dit, Tess, à un moment donné, moi, j'avais plus besoin ou j'avais plus envie de l'AVS. Donc déjà, elle s'est appropriée complètement son parcours, son projet. Et elle nous dit aussi, Tess, elle nous dit... j'ai appris des choses pour me déplacer, l'autonomie. Voilà, là, on revient toujours sur ce principe de compensation. La compensation, ce n'est pas simplement une aide technique. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus global. Et là, c'est d'autant plus renforcé qu'on sent bien que Tess s'est complètement approprié son parcours et ses compensations. Oui, tout à fait. Ce que Tess témoigne, c'est également sa projection vers le monde adulte. Et c'est vrai que sur ce passage à l'âge adulte, c'est une question clé voilà, je suis adulte, je dois développer cette autonomie, cette volonté de ne pas forcément dépendre de sa famille, de ses parents, cette volonté d'être entouré demain d'adultes et puis être forcément d'être scolarisé avec des enfants, etc. Oui, c'est ça. Deline, vous êtes formatrice. C'est Déline. Hein. Déline. Je vous le dis parce que je me suis fait tirer les oreilles en coulisses. Parfait. Déline. Donc Déline, c'est très joli d'ailleurs. Déline, vous êtes formatrice à l'EPNAC. Tout à fait. Donc qu'est-ce que l'EPNAC à Limoges? Alors, l'EPNAC, c'est un CRP, donc un centre de réadaptation professionnelle. C'est un établissement public. Et donc, qui accueille les personnes en situation de handicap, donc par notification à la NDPH, donc les personnes ont une reconnaissance travailleurs handicapés, des personnes qui ont un projet de formation, d'insertion professionnelle. Donc, l'EPNAC, c'est à la fois un centre de formation, parce qu'on a des formations diplômantes et qualifiantes, et aussi une préparatoire polyvalente. Donc moi, je suis formatrice sur la préparatoire polyvalente. Alors, on va revenir sur la préparatoire parce que c'est une étape importante. Je crois que Tess y a participé. Il faut bien expliquer aux gens que les personnes en situation de handicap, ça sera peut-être la situation de Tess plus tard, peuvent tout à fait entrer, selon leur situation, dans des formations de droit commun. Alice, je ne me trompe pas. Et puis, il y a des centres de formation, les CRP, comme on dit, qui ont cette particularité de former jusqu'à des qualifications, ce sont des cycles relativement longs, mais qui offrent aux personnes accueillies tout un environnement dédié à la prise en charge médico-sociale. C'est bien ça. Tout à fait. Parlez-moi, dites-nous un peu pour qu'on comprenne bien, que les gens ne Alors, comprennent pas. la C'est quoi cette équipe ? Alors, la grosse différence avec un centre de formation Voilà. de droit commun, c'est effectivement l'équipe médico-sociale. Donc, à l'EPNAC, on a une équipe médico-sociale. Donc, médical, on a un médecin et 2 infirmières. Social, on a une assistante sociale et une éducatrice. On a aussi un ergothérapeute, psychologue. Alors là, on a la neuropsychologue, une psychologue clinicienne et une psychologue du travail.
Et après, on a le pôle insertion avec un chargé de relations entreprises, une chargée d'insertion. Ouais, c'est très structuré. Et voilà. Juste comme ça, pour que les gens qui ne connaissent pas l'EPNAC, bon, ils iront taper sur Internet. Quel type de formation sont délivrées à l'EPNAC de Limoges ? Alors, les types de formation, on a un pôle optique avec un bac optique et un BTS optique. On a formation gestion comptabilité avec un BTS. On a également la formation donc OUETES, artisanat et métiers d'art option infographie, enfin communication visuelle. Et on a aussi un titre donc complémentaire à une formation de... Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Non, mais c'est pas... Et de toute façon, Prothésiste EPNAC dentaire. sur Google, on ne fait pas de pub, EPNAC sur Google, EPNAC Limoges, vous aurez toutes les formations d'Éline. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Alice, on va laisser respirer d'Éline, là, parce qu'elle est au bord de nous faire Non, pas du tout. un AVC infecté. C'est Là, on est en plein dans l'infection de l'AVC. Non, on a aussi CFAO, donc conception prothèse dentaire, enfin, fabrication assistée par ordinateur en prothèse dentaire. D'accord. Et aussi audioprothésiste, enfin assistant audioprothésiste. Voilà, elle a tout dit. Là, Voilà, vous c'est pouvez bon. respirer d'Éline. Ça me fait bien plaisir pour vous, voyez. Alice, d'Éline le soulignait au début. En CRP, c'est pas comme en organisme de formation de droit commun. Il faut forcément passer par la case MDPH, donc déposer un formulaire, une demande. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on évalue avant d'accepter cette orientation vers un CRP ? Oui. Alors, en effet, pour avoir cette notification de la CDAPH, il y a en amont l'évaluation qui est faite par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Et c'est là où, en effet, la MDPH a été le carrefour, en fait, entre l'école et les dispositifs de formation pour adultes. Et donc, en effet, au vu de cette évaluation, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés justement avec Bénédicte. On s'est rencontrés avec l'enseignant référent également. On s'est rencontrés avec Tess et votre famille. Et c'est à ce moment-là, en effet, qu'on a fait un petit peu le tour à la fois sur les capacités de Tess, mais également sur son projet de vie, cette volonté qu'elle avait de montrer, elle avait envie de montrer qu'elle était capable de poursuivre en formation. Et c'est ça qui s'est joué au niveau de l'évaluation. Et en effet, on a proposé cette orientation donc, vers la préparatoire de l'EPNAC, puisqu'on savait que Tess allait pouvoir justement développer et répondre, c'était l'orientation qui allait répondre à son projet. Alors ça aussi, c'est très intéressant, puis ça va faire plaisir à notre directrice, parce que dans ce que tu dis, c'est que premièrement, on ne fait pas d'évaluation mécanique. Allons-y tout de suite. Les MDPH ne font pas d'évaluation mécanique, ce sont des évaluations au cas par cas. On rencontre les gens, on appelle les gens, on travaille en collaboration, on est toujours centré autour de la personne qui nous demande, et à partir de là, on voit ce qu'on peut mettre en place. Déline, parlez-nous un peu du parcours de Tess. Je crois, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, il y a eu cette étape de validation de projet, donc une entrée en préparatoire. Qu'est-ce que c'est que la préparatoire ? Alors, la préparatoire polyvalente, donc comment on l'a fait, c'est une préparatoire où les personnes viennent. Pendant un mois, on fait un mois d'accueil et d'évaluation pour bien cerner les besoins de la personne et puis après orienter sur le dispositif. Donc polyvalent, ça veut dire qu'on a plusieurs parcours à proposer. Soit un parcours, là on fait plus de la remise à niveau, c'est-à-dire les gens ont déjà leur projet de formation et doivent développer des compétences pour arriver à leur projet de formation. Ou soit, mais ils n'ont pas encore leur projet et là il y a tout un travail à faire sur le projet de formation. Donc ce qui était plutôt le cas de Tess. Il y a aussi une préparatoire où on travaille sur la remobilisation. Donc, il y avait un petit peu aussi pour Tess des choses à faire par rapport à l'autonomie là-dessus, où on a travaillé, notamment avec l'éducatrice spécialisée. Et puis après, tout l'ensemble de l'équipe MPSI. Oui. Parce que on n'est pas que des formateurs sur la préparatoire de l'EPNAC, on est vraiment l'équipe MPSI, comme on l'appelle, médico-psycho-social insertion, est vraiment très présente sur la préparatoire. Et ensuite, après, il y a aussi le français langue étrangère qu'on propose aussi en préparatoire polyvalente. Alors, Tess, à chaque fois, j'ai du mal avec les prénoms, excusez-moi. Donc, cette préparatoire vous a conforté dans votre projet professionnel ? Oui, elle m'a beaucoup m'aidé parce que même je trouve que les choses qu'ils m'ont proposées sont très bien organisées, on va dire. C'est-à-dire les supports ? Oui, leurs supports, la méthode ? Oui, leur méthode.
toutes ces choses-là m'ont beaucoup aidé, et aussi parce que j'avais hésité entre l'optique et le diplôme dont je prépare. Donc, Madame Léa Forgerie, qui est Le psychologue du travail. m'a beaucoup aidé pour vous aider à choisir, oui, en fait. c'est ça. Ouais. Pour me formater et tout ça, pour que je prenne bien mes décisions en faisant quelques stages et tout ça. Voilà. Pour vous aider à décider. Oui, Voilà, c'est pour ça. vous aider à vous décider, oui, justement. Et justement, là, vous suivez un cursus de bac pro AMA, donc c'est de l'artisanat et métier d'art. C'est quoi cette formation? En quoi ça consiste? En fait, c'est du graphiste, mais c'est en général du graphisme, puisque c'est une option, mais quand on voit que c'est un métier, quand c'est métier d'art, c'est comme si on pense que c'est que de l'art, mais comme c'est l'option graphiste, c'est sur c'est très large le graphisme. Ça passe du poster à Internet, quoi. Voilà. C'est pour accompagner la communication Oui, des artisans, c'est ça? Oui. Donc oui. plutôt orienté sur le graphisme. C'est assez large comme diplôme, je vous le cache pas. Donc, mais c'est surtout sur le graphisme, on va dire. Déline, Tess, elle est aujourd'hui en bac pro. L'objectif d'une formation, c'est toujours de regarder vers l'emploi. Concrètement, quels moyens met en place l'EPNAC, même si vous nous avez déjà un peu répondu, pour accompagner les personnes qui sont en formation vers l'emploi, et peut-être d'ailleurs en commençant vers les stages pratiques les stages, en entreprise. oui. Mais effectivement, elle a plusieurs stages à réaliser. Elle a déjà réalisé en préparatoire des stages de découverte, mais là, ça va être des stages vraiment pour valider des compétences professionnelles. Oui. Et donc, il y a tout le pôle insertion qui accompagne tous les stagiaires de l'EPNAC, donc plus particulièrement ceux qui ont plus de besoins, avec le chargé de relations entreprises, David Furlot, la chargée d'insertion, Vanessa Leblond, et aussi la coordinatrice de parcours, donc Blandine Champiot, qui est aussi toujours là. Donc, il y a 3 personnes en pôle insertion, plus les formateurs, bien sûr, qui accompagnent aussi les personnes au quotidien. Alors, Tess, une dernière petite question. Comment vous voyez-vous dans 5 ans? En fait, il y a beaucoup de parcours après ce diplôme dont je vais acquérir. Enfin, j'espère. Donc, mais ça peut passer du BTS à l'entreprise, ni même en tant que freelance. Et je me vois pas en freelance, on va dire, parce que c'est beaucoup à gérer, tout ça. Donc, je m'orienterai par un BTS ou par un autre diplôme. Voilà. Mais je sais que c'est très très large ce que je fais. C'est assez parce que je sais que j'adore l'art et que je veux en créer quelque chose. Donc bon, voilà. J'irai peut-être en entreprise. Voilà. Bon, pour l'instant, vous êtes en train de finir, de Oui, vous c'est qualifier, ou voilà, vous avez commencé votre qualification. Ça fait partie du cheminement. Déjà, on acquiert les compétences techniques, et puis après, on voit petit à petit, en fonction de l'évolution de la vie aussi, comment ça se passe et vers quoi on peut s'orienter. Alice, une table ronde très riche. C'est extrêmement important ce qu'on vient d'entendre. On a entendu le point de départ dans l'éducation nationale. Il faut le dire, il faut le répéter. Il se passe énormément de choses depuis des années au sein de l'éducation nationale. Et puis, on le voit aussi, on l'a dit sur d'autres émissions, on le redira, on voit bien que tout se décloisonne au bénéfice du parcours. Oui, et puis l'anticipation, puisqu'on se rend bien compte qu'en effet, quand on arrive à faire ce maillage-là, pendant encore le temps scolaire, on gagne du temps. Souvent, on se dit c'est bien de faire ces projections dès janvier, en fait, pour pouvoir préparer la sortie du mois de juin et bien sûr anticiper la rentrée de septembre dans le monde adulte.
Voilà, ben c'est sur ces quelques paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup Karine Barth, merci Tess, merci Déline, merci Bénédicte, merci Alice, merci aussi aux techniciens là, qui sont là, qui font tout pour nous rendre beaux. Enfin, les filles, ça va, mais moi, c'est pas la peine. En tout cas, merci beaucoup à tous. Si vous avez besoin d'autres renseignements, et vous en avez forcément besoin, puisqu'on n'a pas été exhaustif, hein, les émissions ne durent pas des heures, vous allez voir Pôle emploi, vous allez voir Cap emploi, vous allez voir la mission locale, vous vous rapprochez de l'éducation nationale, vous vous rapprochez de votre école, vous vous rapprochez du rectorat, vous vous rapprochez de l'EPNAC, des centres de formation. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Si vous n'arrivez pas à avoir de renseignements, vous appelez la MDPH et vous demandez Alice Madoureau. Elle est là, grosso modo, entre 3h du matin et 2h du matin le lendemain. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.